Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à tous les témoins. Déjà, ce que j'entends, je pense, va nous guider vers des bonnes pistes de réflexion pour la rédaction de notre rapport à venir. Donc, j'adresserai principalement mes questions à Maître Clich-Rivard et à Maître Valois. J'aimerais vous entendre sur les principales raisons qui sont évoquées lorsqu'on refuse une demande de visa visiteur. Alors, merci beaucoup pour votre question. Dans un premier temps, c'est très souvent une question de lien avec le pays d'origine et une question de voyage antérieur la plupart du temps. Alors, l'agent d'immigration est d'avis qu'on n'a pas démontré qu'il y aura un retour dans le pays d'origine au bout de la période autorisée. Et ça, c'est en raison des liens familiaux, des liens dans le pays d'origine, des attaches, des perspectives d'emploi et d'autres facteurs socio-économiques dans le pays d'origine. C'est essentiellement ça qui est invoqué et on indique que la personne ne va pas rentrer, selon nous, au retour à la fin de sa période autorisée. Justement, quand on indique que la personne ne va pas rentrer après la fin de son visa, est-ce que, à votre avis, les refus sont suffisamment motivés pour les demandeurs? Alors, pas du tout. Sur cette question-là, il faut savoir que IRCC envoie ou l'ambassade envoie une feuille, un formulaire type dans lequel il y a des boîtes qui sont cochées. Donc, il n'y a essentiellement rien de personnalisé là-dedans. On voit un checkmark, là, une liste où on coche des facteurs qui s'appliquent ou qui ne s'appliquent pas. Et il n'y a pas de critères d'évaluation détaillés que les gens reçoivent directement. C'est plutôt une liste d'épicerie de raisons de refus. Et si ces gens-là font une demande d'accès à l'information, ils vont ultimement pouvoir recevoir une ligne, peut-être 2 lignes maximum d'analyse de refus de leur demande personnalisée. Mais encore là, c'est très minime pour le temps, l'énergie et l'effort qui est mis dans ces demandes-là de la part de ces gens-là. Okay. Est-ce que ça pourrait être une recommandation que les refus soient davantage motivés? Ça serait absolument nécessaire, surtout que la Cour suprême, l'année dernière, en décembre, nous a appris dans la décision Vavilov que l'analyse des agents devait vraiment être suivie. On devait pouvoir suivre le raisonnement. Et donc, de plus en plus, on entend parler de dossiers qui montent à la Cour fédérale et qui sont cassés par les juges parce que le reasoning, l'analyse n'est pas suffisante ou ne tient pas assez. Et donc, oui, on aurait tout avantage, autant pour le système public que pour les tribunaux, à avoir des décisions plus motivées. Et je pense que les gens auraient un plus grand sentiment de justice s'ils avaient au moins l'impression que leur document avait été lu, alors que ce n'est pas du tout le cas pour la plupart d'entre eux en ce moment. Super. Et ça m'amène à une prochaine question sur les critères, justement, que le gouvernement vient d'annoncer pour l'analyse des demandes de visa dans le contexte où le demandeur est également en cours de demande de parrainage. On voit qu'on parle, par exemple, il faut considérer les liens dans le pays d'origine, il faut considérer le fait qu'il existe une demande de parrainage, mais on n'a pas de détails supplémentaires sur de quelle façon ces critères-là vont être analysés et comment ils vont jouer dans la balance. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, pour mieux rédiger les demandes de visa ou pour le demandeur, il y aura un bénéfice à avoir plus de détails sur la façon dont ces critères-là vont être analysés? Je vais répondre avec votre permission. Donc, effectivement, c'est toujours difficile de prouver l'intention d'un demandeur lorsqu'il veut venir au Canada. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de procédure ou de politique claire qui est donnée aux agents d'immigration, on craint qu'effectivement, on revienne à la vieille façon, c'est-à-dire de refuser les demandes de visa qui sont faites par des personnes qui sont en cours de demande de résidence permanente. C'est vraiment quasi impossible, par exemple, pour un demandeur d'asile de voir sa famille venir les visiter au Canada, alors qu'eux, évidemment, ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine pendant toute la durée de leur demande de résidence permanente. J'ai jamais vu un demandeur d'asile pouvoir accueillir ses enfants pendant l'étude de la demande. Et comme je le mentionnais plus tôt, ça peut prendre des années. Alors, à moins que l'agent, qu'il y ait soit une présomption positive à l'endroit des demandeurs, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'à moins qu'il y ait un obstacle ou une présomption qu'il y a un problème d'inadmissibilité, nous pensons qu'il devrait y avoir des facteurs positifs à la demande de résidence temporaire. Est-ce que je dois comprendre que vous voyez d'un bon œil, par exemple, qu'on change le fardeau de la preuve en matière d'émission? Oui, ça serait une excellente idée parce que pour le moment, notre expérience n'est pas très positive avec les agents d'immigration. Alors, les critères sont bienvenus, mais ils restent tellement vagues qu'à notre avis, l'intention du demandeur sera toujours évaluée
de la même façon, c'est-à-dire de façon à lui refuser la demande de visa, parce que la double intention est extrêmement difficile à démontrer. Parfait. Sur la question justement de modifier le fardeau de la preuve, on entend souvent les gens en demande de parrainage dire « je ne vais pas risquer ma demande de parrainage en ne respectant pas les conditions d'un visa ». Est-ce que ça aussi, ça devrait jouer en faveur d'un octroi plus facile des visas visiteurs pour les gens en demande de parrainage? Bien sûr. En fait, quand on a une demande de parrainage, il faut démontrer que la relation est de bonne foi. Alors, à notre avis, il serait beaucoup plus facile de permettre à la personne de venir au Canada avec son conjoint canadien, de voir si le climat lui plaît, de voir comment ça fonctionne au Canada, de regarder à l'avance un peu ses idées au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, et de voir si la relation peut effectivement fonctionner dans le contexte canadien. Donc, Monsieur Sharma parlait du visa de fiancé qu'on a connu au début de notre pratique, mais c'est effectivement une bonne façon, je pense, pour les demandeurs de venir au Canada dans l'attente de leur demande de résidence permanente, et ils ne vont pas risquer de perdre la possibilité d'avoir une résidence. Sorry for interrupting, Ms. Valois. The time is up.